On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Que devient la fumée qui sort d'un pot d'échappement ou ces produits chimiques invisibles qui s'échappent d'une usine? Est-ce qu'ils disparaissent comme par magie? Eh bien, pas du tout. Aujourd'hui, on va suivre le parcours assez surprenant des polluants, et on va voir que leur destin, en fait, est bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Voilà la grande question. Imaginez, un polluant est relâché dans l'air, dans l'eau. Le truc, c'est qu'il ne s'évapore pas dans la nature, non. En réalité, il arrive à une sorte de carrefour, avec deux chemins possibles, deux destins radicalement différents. Le premier chemin, c'est celui de la métamorphose. Certains polluants sont un peu comme des caméléons chimiques. Une fois dans l'environnement, ils ne restent pas inactifs, ils réagissent, se combinent, et hop, ils deviennent quelque chose de complètement différent. Et puis, il y a l'autre chemin, celui de la ténacité. Là, on parle des durs à cuire. Ces polluants-là sont conçus pour durer. Ils résistent à tout, s'accrochent et peuvent rester dans l'environnement pendant des siècles. C'est vraiment cette distinction entre se transformer et persister qui est la clé de tout. Allez, on commence par le premier cas de figure, la grande transformation. Plongeons dans le monde de ces polluants qui changent de visage une fois qu'ils sont dans la nature. Alors, à l'origine de tout ça, ici est ce qu'on appelle les polluants primaires. C'est très simple, ce sont les substances brutes telles qu'elles sortent de la source. Pensez vraiment à la fumée d'un pot d'échappement ou à ce qui s'échappe d'une cheminée, c'est le point de départ de notre histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que certains de ces polluants primaires, ce sont un peu les ingrédients d'une recette de cuisine, une recette chimique pour être précis. Ils ne sont pas le problème final, ce sont des précurseurs. Ils sont là, en attente, prêts à se transformer dès que le bon catalyseur fera son apparition. Et alors, comment ça se passe, cette cuisine atmosphérique? Eh bien, les précurseurs se mélangent dans l'air. Et puis, arrive l'ingrédient clé, la lumière du soleil. C'est elle qui fournit l'énergie qui va tout déclencher. Et le résultat? Un tout nouveau polluant, un polluant secondaire, est créé. Non pas à la sortie de l'usine, mais directement dans l'air qu'on respire. C'est le fameux smog photochimique, cette brume qui pique les yeux et irrite les poumons lors des journées de grande chaleur. Attention, c'est un point super important. L'ozone dont on parle ici, le mauvais ozone, n'a rien, mais alors rien à voir avec le bon ozone de la couche protectrice, notre bouclier, qui est bien au-dessus de nos têtes. Celui-ci, au niveau du sol, c'est un véritable polluant, un irritant puissant, né de notre pollution primaire. Ok, on a vu ce qui se passe dans l'atmosphère. Mais l'histoire de la transformation ne s'arrête pas là. Une fois qu'on respire ces substances ou qu'elles entrent dans la chaîne alimentaire, on change complètement d'échelle. On passe du ciel à l'intérieur même des organismes vivants. Il faut imaginer notre corps comme une usine de détoxification ultra perfectionnée. Et le chef d'orchestre de cette usine, c'est le foie. Le processus s'appelle la biotransformation. L'objectif, en théorie, est simple, prendre une substance étrangère, la modifier chimiquement pour la rendre plus facile à éliminer. Voilà le parcours classique. D'abord, absorption. Ensuite, le métabolisme, où le foie se met au travail. Mais si ce processus est trop lent ou échoue, on passe à l'étape 3, le stockage. Le corps va alors planquer le polluant là où il peut, souvent dans les graisses. Et enfin, si tout s'est bien passé, l'étape 4, l'excrétion. Et c'est là que l'histoire prend une tournure assez folle, parce que ce système de défense si bien rodé peut parfois se retourner contre lui-même. En essayant de neutraliser un polluant, le foie peut, sans le vouloir, créer une nouvelle molécule, un métabolite, qui est en fait bien plus dangereuse que le produit de départ. C'est l'image parfaite de l'arme à double tranchant. Donc, quand le corps n'arrive ni à dégrader, ni à éliminer en polluant, un autre phénomène se met en place, la bioaccumulation. C'est simple. La substance entre plus vite qu'elle ne sort, elle s'empile jour après jour. Et au final, la concentration à l'intérieur d'un organisme peut devenir des milliers de fois plus élevée que dans l'environnement extérieur. Bon, on a bien exploré le premier chemin, celui des polluants qui se transforment. Maintenant, il est temps de prendre l'autre embranchement du carrefour. Que se passe-t-il pour ces substances qui sont, elles, conçues pour ne jamais disparaître? Bienvenue dans le monde de la persistance. La persistance, c'est leur caractéristique principale. Ça veut dire qu'elles sont incroyablement stables, rien ne les dégrade, ni le soleil, ni l'eau, ni les microbes. Leur durée de vie, on ne la compte pas en jours ou en semaines, non, on parle ici en années, en décennies et parfois même en siècles. Les champions de cette catégorie, ce sont les POPs, les polluants organiques persistants. Et leur profil est vraiment redoutable. Chacune de ces 4 caractéristiques est déjà un problème en soi, mais les 4 ensemble, c'est un cauchemar environnemental. Une toxine qui ne se dégrade pas, qui s'accumule dans les graisses, qui fait le tour du monde et qui est nocive même à faible dose. C'est le cocktail parfait pour une contamination planétaire.
et leur capacité à voyager est juste incroyable. Il faut les imaginer comme des globetrotters chimiques. Ils s'évaporent dans les régions chaudes, voyagent avec les vents, et dès qu'ils arrivent dans une région plus froide, comme l'Arctique, ils se condensent et retombent. C'est pour ça qu'on retrouve, de manière tragique, des taux élevés de ces polluants chez les ours polaires, à des milliers de kilomètres de la moindre source. Et attention, il n'y a pas que les POPs dans la famille des persistants. Les métaux lourds comme le plomb ou le mercure sont des éléments chimiques, on ne peut pas les casser. Ils sont là et ils restent là. Idem pour les nitrates des engrais, qui peuvent s'infiltrer et polluer les nappes phréatiques pendant des décennies. Alors, transformation ou persistance, pourquoi cette distinction est-elle si fondamentale? Au final, tout se résume vraiment à une seule chose, la durée de vie du polluant. C'est ça qui va tout déterminer. Cette frise chronologique est vraiment parlante. Regardez, à gauche, des polluants qui durent quelques heures, quelques jours. Ils créent des problèmes locaux, comme le smog d'une ville. Mais plus on va vers la droite, plus la durée de vie explose et l'échelle du problème aussi. Quand on arrive au POPs, on ne parle plus d'un problème local, mais d'un héritage toxique qu'on laisse à l'échelle de la planète pour des siècles. Et voilà la conclusion essentielle. L'impact d'un polluant n'est pas juste lié à sa toxicité immédiate. Il est surtout lié au temps qu'il va passer avec nous sur la planète. Les polluants à vie courte créent des problèmes locaux. Les polluants à vie longue, des héritages planétaires. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si les conséquences de nos rejets d'aujourd'hui se feront encore sentir dans des centaines d'années, quelle est notre responsabilité? Le fait de penser en termes de durée de vie des polluants, ça change complètement la perspective sur ce que signifie polluer.